Bonsoir à tous. Alors l'exercice qui m'est demandé est particulièrement compliqué parce que la journée était très riche. Et je vais commencer par vous, madame, parce que la question que vous nous avez tous posée, et vraiment je vous remercie de l'avoir posée, que faire de mon témoignage d'aujourd'hui? Je vais vous dire, je suis venue, je vais vous dire un certain nombre de choses et j'aimerais qu'on les prenne en compte. Parce que j'ai des choses à dire pour moi et pour les personnes que je représente. Et vous avez posé énormément de questions. Je vais commencer donc par essayer de les résumer. Vous avez en particulier indiqué que nous savons, nous, c'est-à-dire les mandataires, les juges, les médecins, les travailleurs sociaux, savent énormément de choses de personnes dont ils vont demander ou décider de la protection ou de ne pas faire de protection. Et effectivement, vous ne savez rien de nous. Et vous ne savez parfois rien de nous parce que la rencontre ne se produit pas. C'est-à-dire parce que, vous l'avez dit, on vient dans un bureau, on ne connaît pas les gens, on va leur raconter un certain nombre de choses, mais ils ne vont pas forcément nous écouter. Et en particulier, lorsque un signalement, puisque ça arrive comme ça, un signalement arrive sur le bureau d'un juge. Vous avez posé la question de l'accueil des personnes et de l'explication qui doit leur être donnée lorsqu'elles rencontrent un certain nombre de difficultés. Je crois que toutes nos interventions commencent par là, puisque avant d'envisager une mesure de protection, et qui, comme son nom l'indique, est de protection, et pas de restriction excessive des libertés, il va d'abord y avoir un certain nombre de diagnostics, de réflexion, on espère, derrière le diagnostic, mais de diagnostics sur ce que la personne peut continuer à faire pour elle-même ou sur les difficultés qu'elle rencontre. Et bien souvent, ces signalements, qu'ils viennent de la famille, qu'ils viennent de professionnels, du sanitaire, du social, du médico-social, ne vont pas être donnés, enfin, on ne va pas donner connaissance de ces signalements à la personne elle-même. Ce qui me paraît être une première violence dans le fonctionnement des demandes de protection. Vous dites ensuite que l'accueil se fait de manière extrêmement compliquée parce que vous ne connaissez pas vos droits. Et je dirais ça, malheureusement, il n'y a pas de différence entre les personnes qui sont particulièrement vulnérables et les personnes lambda. Le justiciable, la personne qui vient dans un palais de justice ou qui va dans un service ne connaît pas ses droits. Et donc ça, c'est une première difficulté à laquelle nous devons tous nous confronter avant même d'envisager la question de l'éthique, c'est la question de l'accès aux droits et donc de l'accès à l'information. Vous avez également dit, et là encore je vous en remercie, qu'il fallait qu'on cesse d'utiliser les vignettes, les étiquettes, majeurs protégés, usagers, handicapés, etc. Il faut qu'on entre dans un questionnement autour de ce que c'est que la personne, dans toute sa diversité, dans toute sa singularité, dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire dans toutes les erreurs que nous pouvons commettre. Et donc ça veut dire qu'évidemment, chacun à notre place, on a un exercice d'humilité et de réflexion à faire. Alors je rappellerai que la loi, de ce point de vue, c'est-à-dire le cadre juridique dans lequel nous travaillons, a fait un certain nombre d'efforts. La loi du 5 mars 2007, qui est la loi relative à la protection juridique des mineurs et des majeurs. Alors pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce que c'est une loi qui est insérée dans le Code civil et parce que vous avez d'un côté les personnes mineures et de l'autre les personnes majeures. Mais si vous regardez attentivement le texte, la notion de personne revient extrêmement fréquemment, et en particulier dans l'article 415, qui prévoit bien que la personne a le droit à la protection que son état ou sa situation exige. Ça veut dire qu'on se pose la question de la protection par rapport à une personne et par rapport à la situation dans laquelle elle est. Non pas pour ensuite l'enfermer dans une boîte, mais véritablement pour pouvoir lui permettre de continuer à exercer ses droits. Et de ce point de vue, je crois que nous, les juges, nous avons un effort de terminologie très important à faire qui consiste à ne plus, dans nos jugements, utiliser l'expression placement sous curatelle ou sous tutelle, mais prononce une mesure de curatelle ou une mesure de tutelle. Ce qui, me semble-t-il, ne serait pas perçu déjà de la même façon. On prononce. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend une décision qui est précédée, vous l'avez dit, normalement d'une audition, c'est-à-dire d'un débat contradictoire avec les personnes. Je rappelle aussi que la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui est une loi plus récente, a modifié le Code de l'action sociale et des familles en utilisant désormais, lorsqu'il y a une orientation en établissement,
le terme d'accueil à la place du terme de placement. Alors vous me direz, c'est bien joli, on est dans les concepts, on est dans la terminologie, après en pratique, quelle est la différence sur la décision si on oriente quelqu'un contre son gré, de toute façon on le place. C'est vrai, donc ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, mais en tout cas, la terminologie dans la loi, ça veut dire que déjà on est dans un mouvement qui est extrêmement différent. Et puis vous avez dit et là encore je vous en remercie, vous avez parlé des outils simplifiés, ou en tout cas qui permettent une meilleure communication des droits, et vous avez parlé de votre outil, en disant que ce document, ça permet aux personnes de mieux comprendre leurs droits, en particulier quand elles ont des difficultés à la lecture, à l'écriture, etc., et que personne ne peut le leur expliquer directement. Et vous avez dit que les politiques, eux aussi, ont besoin d'un outil simplifié, et je vous le confirme, parce que pour faire comprendre aux politiques combien les sujets sont importants, il faut faire passer le message, on le sait bien, dans une page. Donc comment faire passer la dimension des droits, de l'effectivité des droits, puis ensuite du cadre d'intervention des professionnels, du cadre d'aide des familles, et ensuite de l'effectivité réelle des droits en situation en une page. Eh bien, on a un gros effort à faire vis-à-vis des politiques, parce que pour l'instant, on est encore au volet une page. Donc merci beaucoup de votre intervention, et je suis convaincue qu'elle sera extrêmement utile et suivie de beaucoup d'effets dans la suite des travaux de la FNAC, mais pas seulement de la FNAC. Alors la journée d'aujourd'hui, et un grand merci aux organisateurs, a permis de mettre en perspective tous les éléments du débat autour de la dynamique qui avait été engagée avant la loi de 2007. Je crois utile de le rappeler, parce que la loi du 5 mars 2007, il faut absolument que nous l'ayons en tête, n'est pas une loi pensée dans les cabinets ministériels par des technocrates, c'est une loi qui a répondu à un certain nombre de difficultés qui avaient été repérées par les personnes, les associations familiales, les professionnels que vous êtes et les professionnels de justice. Moins par les médecins. Et les médecins étaient moins présents dans cette loi, mais ils le sont maintenant, donc tant mieux. Bienvenue, on va continuer à pouvoir réfléchir ensemble. Et nous le faisons déjà dans des formations de mandataires à Aix-en-Provence en particulier. Donc en tout cas, cette loi avait permis d'isoler un certain nombre de difficultés réelles, concrètes, pour pouvoir y répondre en conceptualisant, c'est-à-dire en créant le droit, créant des principes à partir de dysfonctionnements. Donc il ne faut jamais l'oublier, parce que quand l'article 415, je reviens sur cet article, prévoit que la protection doit être exercée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux, de la dignité de la personne, en favorisant autant qu'il est possible l'autonomie, c'est une réponse à des dysfonctionnements graves de notre part à tous, y compris les juges, dans la manière dont nous appréhendons la situation des personnes qui souffrent d'altération de leur faculté. Donc ça, c'était le premier point important que je voulais rappeler. La loi de 2007 s'est déclinée également en essayant de respecter la place de chacun. Et ma collègue ce matin a rappelé qu'il était important dans la place de chacun de ne jamais oublier dans votre mandat que le mandat qui vous est donné par l'ordonnance ou par le jugement du juge n'est pas un blanc-seing, quelle que soit la confiance qu'on vous accorde, parce que bien évidemment qu'on vous accorde cette confiance. Et il faut que les personnes à qui elles n'ont rien demandé puissent vous faire confiance. Donc on puisse expliquer, vous l'avez dit très bien, qu'on puisse expliquer pourquoi il y a une mesure, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de la mesure et comment on va favoriser le plus possible l'autonomie. Et donc ce que disait ma collègue ce matin, c'est que dans ce qu'on a entendu, on oublie souvent que le juge est là. Alors certes pas assez disponible, et on a ce travail à faire, mais le juge est là. Il est aussi responsable que vous du bon fonctionnement ou du dysfonctionnement de la mesure, et les responsabilités qui sont évidemment des responsabilités personnelles, et merci à l'intervenant ce matin qui dans les questions a dit mais renvoyez-vous à votre questionnement personnel, c'est aussi un questionnement institutionnel au-delà du questionnement professionnel. En tout cas, cette loi de 2007 a invité les mandataires à être mieux formés en faisant des professionnels, c'est l'intérêt du certificat national de compétences. Elle a invité à la mise en réseau tant au niveau national que sur les territoires. Et je crois que ce matin, quand même, on a vu point de la nécessité de la mise en réseau. On se parle entre le juge et les intervenants avant lui.
entre le juge et la personne dont il va devoir prononcer ou pas la mesure de protection, entre le juge et les proches de la personne, et derrière entre les personnes, les professionnels ou les familles, parce que n'oubliez pas que les mesures peuvent être dissociées, et le juge. Ce sont des rapports permanents, des allers-retours permanents, en tout cas au moins en théorie, et il nous appartiendra de les construire mieux que nous ne le faisons actuellement. Et il est évidemment très important d'avoir en tête que la loi de 2007 n'est pas figée, puisque un certain nombre de travaux ont été engagés depuis l'entrée en vigueur de cette loi, c'est-à-dire en 2009, aussi bien par le ministère de la Justice que le ministère des Affaires sociales, en particulier autour de la question de la profession de mandataire, des contrôles de l'activité des mandataires, des financements de l'activité des mandataires, et derrière la notion d'usager, du respect des droits des personnes et de la bientraitance des personnes. Alors nécessairement, l'émergence de cette nouvelle profession de mandataire a suscité des remises en cause parfois très vives, à l'occasion de situations singulières, d'événements médiatiques, vous l'avez rappelé ce matin, mais aussi de jurisprudence particulière. Et pour ceux nombreux qui étaient là l'année dernière au colloque sur la responsabilité, bien évidemment la position de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 février 2013 sur la responsabilité des mandataires a suscité des inquiétudes tout à fait légitimes de la part des services mandataires, mais aussi des mandataires exerçant à titre individuel et aussi des mandataires ex-préposés d'établissement. Les questions de ce matin sur les réponses face à l'oubli vous renvoient à ce questionnement et doivent vous renvoyer aussi au questionnement qu'a provoqué Madame tout à l'heure en disant mais c'est notre argent. Donc expliquez-nous, et puis quand il y a une erreur, eh bien, vous nous le dites, vous nous en parlez. D'abord parce qu'on sera sûr qu'on n'est pas les seuls à commettre des erreurs. Bon, et je crois que de manière générale, que l'on soit protégé ou pas protégé, qu'on soit dans un hôpital ou chez soi, qu'on ait des contacts avec l'éducation nationale ou pas, on aime bien quand on nous explique pourquoi il y a une erreur. Donc nos erreurs professionnelles, nous devons aussi les expliquer. Un juge aussi peut en commettre dans les décisions qu'il rend. Alors normalement, il y a des processus, des procédures qui permettent de faire appel et éventuellement d'aller en cassation. Mais l'appréciation du droit par les juges peut être aussi extrêmement complexe. D'autant que, vous le savez très bien, le juge va porter son appréciation sur les éléments que vous allez lui transmettre et sur ce que les personnes vont pouvoir dire. Et Madame a dit tout à l'heure, nous on le dit comme on peut. Et donc quelquefois on a envie d'être accompagné. Et d'ailleurs, la loi l'a prévu. Elle a prévu, et les gens ne le savent pas, la loi a prévu d'abord que vous pouvez avoir un avocat. Alors, on a un vrai problème du financement de l'avocat, on est d'accord. On a un vrai problème, deuxièmement, du choix de l'avocat, parce qu'il faut qu'on soit sûr que c'est bien vous qui l'avez choisi, et que ce n'est pas quelqu'un qui l'a choisi pour vous faire dire ce que vous n'avez pas envie de dire, ou ce que vous, de toute façon, vous n'auriez pas dit. Et puis, la loi a prévu, la loi 2007 a prévu que vous pouvez être accompagné par la personne de votre choix. Simplement, il appartiendra au juge de dire « je vous reçois en même temps que la personne de votre choix » ou « je vous reçois tout seul et après je ferai venir la personne de votre choix » pour que vous ne soyez pas influencé et que le juge non plus ne soit pas influencé par quelqu'un qui prendrait excessivement la parole. Ça veut dire aussi que la loi de 2007 a fait entrer la nécessité véritablement d'accorder de la parole concrètement aux personnes. Alors surtout, les réflexions que vous avez engagées, vraiment que la FNAT a engagées, croisent une lame de fond qui est en route depuis, on va dire, les années 2000 et qui ne cesse de monter en puissance. C'est une lame de fond qui est portée tout simplement par les droits de l'homme dans tous les secteurs, ce qui a permis de faire entrer dans le débat à la fois la question de la place effective de la personne elle-même dans les accompagnements. Et vous l'avez dit, moi, je veux être accompagnée. Je ne veux pas qu'on décide à ma place. Vous pouvez le dire. Certains ne peuvent pas le dire. Certains sont dans des situations où ils ne peuvent plus le dire. Et donc la question, c'est notamment le référentiel de ce matin, c'est comment moi professionnel, vous mandataire, moi juge, vais-je me mettre en situation d'essayer de comprendre ce que la personne a pu vouloir avant d'être dans cet état. Ce sont tous les systèmes d'anticipation. C'est éventuellement la possibilité pour une personne de pouvoir dire ce que la personne aurait pu vouloir, avec toutes les nuances évidemment qu'on peut apporter.
Et puis, l'autre question fondamentale qui rentre dans le débat, c'est le questionnement sur le sens de l'action des professionnels et des proches. Ce débat a rencontré les travaux des sciences humaines et sociales, les travaux de la médecine. Fabrice a rappelé ce matin que le questionnement sur l'éthique est très fortement influencé par le questionnement de la bioéthique et de l'éthique dans l'espace médical. Et effectivement, les médecins ont tendance à considérer qu'à partir du moment où on fait le choix d'un médecin, eh bien, le consentement est donné une fois pour tous, c'est un blanc-seing. Mais les médecins savent très bien, même les médecins psychiatres, surtout les psychiatres, que les espaces éthiques se sont précisément développés parce qu'au-delà de ce que l'on peut décider à un moment donné, évidemment, il va y avoir une rencontre avec des questionnements individuels et des questionnements collectifs des professionnels dans une situation donnée. Je pense qu'on sera bien d'accord là-dessus. Non, on n'est pas toujours d'accord, mais là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Et donc, ça veut dire que nous devons nous interroger aujourd'hui sur des questions contemporaines, qui sont la question du handicap, par rapport notamment à l'évaluation du handicap. Est-ce que l'on met derrière le handicap? Est-ce que c'est l'accès à des prestations ou est-ce que c'est la reconnaissance de droits ou est-ce que ce sont les deux? On doit également s'interroger sur le vieillissement. Et la loi de l'adaptation de la société au vieillissement s'est évidemment intéressée à cette question. On doit s'interroger sur les notions de fragilité, de vulnérabilité, dont on voit bien qu'elles ouvrent des boîtes de Pandore absolument énormes, parce que votre conception professionnelle et personnelle ne sera pas nécessairement la mienne. Or, on va nous demander de prendre des décisions à partir de ces notions. Et puis, tous ces questionnements autour des droits de l'homme ont rencontré les pouvoirs publics. Alors certes, ils ont besoin d'une seule page pour comprendre un sujet. Mais quand même, souvenons-nous que Michel Delaunay, Marie-Arlette Carlotti, lorsqu'elles étaient ministres déléguées, ont créé une instance absolument extraordinaire qui s'appelle le Comité national pour la bientraitance et les droits, qui avait pour avantage d'essayer de croiser le regard du médico-social, du sanitaire, du judiciaire autour de la question du respect des droits, de l'effectivité des droits. Et il s'en est suivi, d'une part, la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui a été encore enrichie par Laurence Rossignol, ministre actuelle des droits des femmes et de l'enfance, autour, pour ceux qui ont lu le texte, autour d'une approche sur le droit des personnes, avec un certain nombre d'inclusions sur le statut des mandataires judiciaires. Et vous savez que dans la construction de la loi, il faut savoir prendre les trains. Et qu'à partir du moment où on réfléchit sur le vieillissement de la population, ça veut dire qu'on va réfléchir sur la fragilité potentielle d'un certain nombre de personnes, soit en fonction de leur état, soit en fonction de leur situation. Et quand un texte se présente et qu'il rencontre la réflexion des professionnels, on peut faire entrer un certain nombre de données. La réflexion de l'interfédération, et en particulier de la FNAT, sur les sujets de bientraitance, de droit et de posture professionnelle, a rencontré les pouvoirs publics, ce qui a permis d'insérer un certain nombre de choses dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Et puis, je crois maintenant que nous sommes à un moment absolument clé dans la déclinaison concrète de la réflexion qui est portée depuis plusieurs années sur le droit des personnes. Pourquoi c'est compliqué pour vous? Parce que respecter le droit des personnes, c'est-à-dire respecter les personnes, respecter les valeurs que l'on peut porter, ça veut dire qu'on doit s'interroger sur les valeurs de la République, tout simplement. Et je renvoie de ce point de vue à une réflexion de l'espace éthique Alzheimer autour des valeurs de la République. Et je vais vous en citer quelques-unes, vous allez voir que c'est un questionnement que forcément vous avez et que nous avons en commun. La tolérance est-elle suffisante? La loyauté implique-t-elle la transparence? Doit-on partager pour décider? Faut-il être juste et impartial dans le soin? On a eu des questions ce matin qui rejoignaient évidemment toutes ces interrogations. Alors, moi, je vous dirais, je crois qu'il faut que, au-delà de la question de la réflexion éthique, sur laquelle je vais revenir avec les propositions qui ont pu être faites à la fois par vous et par le Comité national bientraitance et droits. Ce qui était frappant dans les questions d'aujourd'hui, c'est, je crois, la difficulté que nous avons encore tous, mais vraiment tous, depuis la personne jusqu'aux professionnels, aux juges, etc., aux médecins,
de l'appréhension du cadre juridique. Nous ne connaissons pas suffisamment le cadre juridique dans lequel nous travaillons. Nous connaissons la loi de 2007 et vous êtes obligés de la connaître parce que vous êtes titulaire du CNC. Je ne vous rappelle pas dans quelles conditions les formations se sont faites, avec des conditions très variables. Celle d'Aix est excellente, bien sûr. C'est la meilleure. Au-delà, vous savez bien que forcément, vous avez pu être interpellé par les conditions de votre formation, y compris dans des excellentes formations, parce qu'on vous enseigne un certain nombre de critères, de principes, de concepts, dont on vous demande de les mettre en lien, et dès que vous arrivez en stage ou en situation, en fonction, vous êtes absolument traumatisé, vous vous dites mais qu'est-ce qu'ils nous ont raconté? Ils sont venus nous donner un système absolument idéal, et alors nous, c'est impossible de le mettre en place. Donc nous avons conscience de cela, mais nous essayons depuis le début de vous donner des éléments de cadrage sur le dispositif juridique, la loi de 2007, le Code civil. Au-delà, vous avez d'autres outils. Le Code de l'action sociale et des familles, qui est extrêmement important parce qu'effectivement, il va percuter deux logiques. Fabrice l'a très bien dit ce matin. On a une logique droit des personnes et on a une logique Code de l'action sociale et des familles qui est plutôt une logique d'aide et d'action sociale qui crée un certain nombre d'obligations aux services sociaux et médico-sociaux. D'où la difficulté dans votre intégration dans la loi 2002. Mais d'où aussi des questionnements pour ceux qui n'y sont pas, les mandataires judiciaires exerçant à titre individuel, qui exercent la même profession, qui ont les mêmes obligations et qui pourtant n'ont pas les mêmes contraintes. Donc évidemment, il y a tout un travail pour un rapprochement entre ces deux codes, Code de l'action sociale et des familles, Code civil. Et puis, vous l'avez dit, madame, il y a aussi un travail, Code de la santé, Code civil. Les médecins ne sont pas hors champ. Et la question du consentement, c'est-à-dire de l'expression des souhaits, des choix, de la volonté, ça passe forcément par une réflexion autour du consentement dans les actes médicaux. D'autant que les actes médicaux se pratiquent à certains moments. Or, la personne, elle est un continu, même si elle a des fluctuations et qu'on ne peut pas faire dépendre les questionnements du lieu où elle se trouve. C'est valable en médecine, c'est valable, je pense qu'on y reviendra, sur la question du choix du lieu de vie. Et puis au-delà, le cadre juridique, c'est se dire, mais quelle profession suis-je en train d'exercer? Nous, les juges, on se pose vraiment la question. Vous le savez. Vous savez qu'il y a toute une réflexion autour de la réforme de la justice du XXIe siècle, et sur le positionnement du juge. Et en particulier du juge des tutelles, qui, je le rappelle là aussi ici, est un juge qui souvent est assez disqualifié par ses pairs, je le dis comme ça, parce qu'on lui dit, et moi on me le dit assez souvent, mais t'en as pas marre de faire du social. Bon, voilà. C'est comme si on vous disait, vous n'avez pas marre de faire du droit. Enfin, à un moment donné, que mettons derrière l'étiquette sociale? Et pourquoi oublie-t-on que le juge judiciaire, un collègue l'a rappelé ce matin, est le garant des libertés individuelles? Il a, vous l'avez dit madame, beaucoup de pouvoir, c'est vrai. Il a le pouvoir de prendre la décision, de restreindre la capacité des personnes. Il a le pouvoir de donner un mandat à un mandataire professionnel et non pas à la famille, écartant la famille sans expliquer pourquoi, quelquefois sans avoir entendu personne. Il a le pouvoir de choisir un mandataire judiciaire exerçant en association ou un mandataire judiciaire exerçant en établissement ou un mandataire judiciaire exerçant à titre individuel. Vous savez très bien, pour connaître le cadre dans lequel vous exercez, que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et je renvoie tout le monde dos à dos, parce qu'il y a effectivement des endroits où les associations, où certaines associations dysfonctionnent, il y a des endroits où les mandataires judiciaires à titre individuel dysfonctionnent, et d'autres où les préposés d'établissement dysfonctionnent. Il y a aussi des juges qui dysfonctionnent. Ça, on est bien évidemment tous sous la même, bien sûr. C'est le droit à l'erreur dont parlait madame. Mais notre erreur à nous, elle est extrêmement grave. Parce que nous avons le pouvoir de prendre une décision. Le juge, il y a des procédures qui permettent de contester la décision du juge, à condition que le juge ait respecté le cadre juridique et respecté son éthique professionnelle. Son éthique professionnelle, c'est de remplir les obligations qui sont dans le Code civil, et en particulier les obligations qui sont déclinées ensuite dans le Code de procédure civile, qui consistent à être extrêmement vigilant sur les informations qu'on lui transmet
et toujours les soumettre au débat contradictoire, sauf exception limitative. Ça veut dire qu'on doit recevoir les gens, on doit leur expliquer pourquoi ils sont là, quels sont les points qui posent difficulté. Et quand c'est possible, alors vous allez me dire c'est un monde idéal, mais non, je ne vous dis rien d'autre que moi ce que je pratique au quotidien, on en parlait avec ma collègue aussi tout à l'heure, quand c'est possible, on essaie de prendre la décision, y compris de protection, avec la personne elle-même, en lui expliquant la différence quand c'est possible. Parfois, ça ne l'est pas. Mais quand c'est possible, qu'est-ce que c'est qu'une curatelle? Qu'est-ce que c'est qu'une curatelle aménagée? Qu'est-ce que c'est qu'une curatelle dite renforcée, une tutelle, etc. Le droit de vote, bien sûr qu'on en parle, mais pas suffisamment. Parce que vous l'avez très bien dit. Si la personne sort de notre bureau en se disant « je suis un dossier parmi un autre », certes, on peut avoir des maladresses de langage. Mais à un moment donné, il faut que là aussi la rencontre se fasse, qu'on se parle et qu'on explique qu'il y a des procédures éventuellement pour discuter les décisions du juge. Je rappelle aussi que cette réflexion que peuvent avoir les juges, vous l'avez, vous, professionnels, dans les formations, mais vous l'avez à la FNAT. Je vous rappelle qu'en 2012, le 9 février 2012, avec l'interfédération, vous aviez organisé un colloque qui s'appelait « Vers une éthique commune à tous les mandataires ». Vous m'aviez demandé de réfléchir à cette question pour voir comment on pouvait essayer de travailler sur cette dimension dont vous perceviez bien que ça va être une dimension absolument structurante, non pas seulement pour vous, professionnels des mesures de protection, mais pour l'ensemble du champ de la protection. Vous, les juges avant vous, les travailleurs sociaux, les médecins, au service, même si j'aime bien dire service public, mais je crois que ça va au-delà du service public que vous devez aux personnes en particulière difficulté, c'est la responsabilité que nous portons tous vis-à-vis des personnes qui sont en moindre capacité, à certains moments ou plus durablement, de faire valoir leurs droits. Et donc c'était ça la réflexion éthique qui avait été portée déjà en 2012. Alors aujourd'hui, la démarche, qu'est-ce qui est apparu de toute la journée? Alors je crois que Fabrice, ce matin, a très clairement indiqué les questions qui pouvaient se poser à nous dans l'approche de l'éthique. Il a bien rappelé que l'inscription de votre activité dans le Code de l'action sociale et des familles, je passe pour l'instant sous silence la question des mandataires à titre individuel, même si il faut que vous sachiez que nous sommes en train, quand je dis nous, c'est-à-dire les magistrats, le ministère des Affaires sociales et de la Santé, je en parlerai un tout petit peu tout à l'heure, sur une intégration de cette profession indépendante, mais qui est la même, dans les mêmes questionnements et les mêmes règles de fonctionnement et de contrôle. En tout cas, l'inscription de votre activité dans le Code de l'action sociale et des familles, alors qu'auparavant, cette activité n'était finalement pas tellement décrite et elle était la conséquence des décisions du Code civil des juges, enfin prises par les juges dans le cadre du Code civil, a été une révolution pour vous. Il a bien rappelé que vous devez maintenant mettre en perspective la protection de la personne, la protection des biens, la reconnaissance du droit des usagers. Non pas pour mettre usager à la place de personne, mais bien pour se dire que vous, comme c'est une personne et qu'à certains moments elle a des droits d'usager, ce sont des droits supplémentaires. Et il a rappelé que la réflexion éthique dans ce contexte était d'autant plus importante que les personnes dont vous vous occupez sont des personnes qui ont été reconnues par une décision de justice comme présentant des altérations de leurs facultés personnelles, les mettant dans une incapacité temporaire ou plus longue, mais en tout cas jamais totale, de faire un certain nombre d'actes. Et que ça, forcément, c'est extrêmement difficile pour vous. Mais n'oubliez jamais que vous êtes dans ce cadre, c'est-à-dire que celui qui vous mandate, c'est le juge. Et que donc, vous ne pouvez pas vous autoriser à ne pas informer le juge, à ne pas le saisir quand il y a une difficulté, ça a été rappelé ce matin, parce que ça, c'est votre serment de loyauté, je vous le rappelle. On en a parlé dans d'autres colloques. Alors vous me direz, oui, c'est bien gentil la loyauté, mais alors la loyauté du juge quand il nous envoie une décision non motivée, dans des cadres qui sont plus ou moins bien faits, où on ne s'y retrouve pas trop, ça veut dire que vous nous refilez la patate chaude, et que
Donc déjà, les travailleurs sociaux, les médecins, la famille, tout le monde nous a refilé une situation un peu compliquée. Et puis les juges, ils se sont contentés d'enregistrer et ils nous envoient des décisions. Je dois dire que la manière dont l'institution judiciaire a révisé les mesures de protection irait plutôt dans le sens de votre indignation, que je partage. Ce n'est pas pour autant que nous devons dire, puisque c'est comme ça, tout cela est disqualifié, et donc on fait ce qu'on peut à l'intérieur de nos institutions professionnelles, et on respecte le droit quand on veut le respecter. Finalement, le Code civil, c'est exactement au même niveau que le règlement intérieur ou que la convention collective. Je pense qu'il faut, là encore, qu'on soit bien clair sur ce qu'est le cadre juridique. Et la réflexion éthique ne pourra se faire qu'à partir de ce cadre. L'heure tournant, il me reste 5 minutes, si j'ai bien compris. Je rappellerai que Fabrice a bien rappelé que les écueils, c'est d'une part le sentiment que vous avez, mais que nous aussi on a, parce qu'on ne prend pas seulement des décisions dans notre bureau, et y compris en cour d'appel. Les deux écueils, c'est d'abord le sentiment d'un écart irréductible entre des pratiques et les principes qui peuvent être considérés comme infranchissables et abstraits. Et l'autre écueil, c'est de dire que finalement, comme tout est éthique, on passe au travers du cadre, et même quelquefois on est totalement paralysé. Tellement paralysé qu'on considère que finalement c'est à la personne de décider. Donc si elle décide de vivre comme ça, il faut le respecter. Et ça s'appelle l'abandon. Et effectivement, la limite est difficile, et la limite ne peut pas être appréciée par une personne seule, y compris un juge. Et je vous rappelle que les juges, nous avons l'obligation de motiver nos décisions. Alors là encore, écart entre le principe et la pratique. Mais la rédaction de la décision, la motivation de la décision, c'est ce que Madame a appelé tout à l'heure les explications. Nous devons être capables de dire pourquoi tel principe, ça a amené telle conséquence. Et ce principe a été discuté et donc a amené une décision du juge. Nous avons beaucoup d'efforts à faire sur cette question et à convaincre, ça a été dit ce matin, les autorités judiciaires de la nécessité de ne pas abandonner le secteur social et la question des droits fondamentaux des personnes au ministère des Affaires sociales et de la Santé, en réservant au ministère de la Justice ce qui trouble l'ordre public, et donc en particulier les questions pénales ou problèmes de comportement ou d'hospitalisation contrainte, parce qu'à un moment donné, évidemment, il faut bien avoir la caution du judiciaire. Ce qui a été très clairement indiqué par Fabrice ce matin, c'est qu'à partir de là, 5 points devaient être absolument discutés, notamment au regard des pratiques contestables dont vous pouvez être le témoin au regard du droit des personnes. Il a mis en avant la question fondamentale, et vous l'avez également dit, du recueil des avis, du consentement, de l'assentiment et de la mise en perspective de ces questionnements par rapport à toutes les questions qui vont pouvoir se poser, et pas sur une obtention d'un consentement ou pseudo-consentement à un moment donné. Il faut à chaque fois se re-questionner. Il a également posé la question de la volonté éclairée. Et jusqu'où le mandataire judiciaire peut-il aller dans la compréhension de ce qu'est une volonté éclairée? Vous les avez rappelé comment le psychiatre considérait la volonté éclairée et le consentement. Et votre définition est exactement celle qui a été reprise par le Conseil national consultatif des droits de l'homme, qui avait été saisi en 2014 par Laurence Rossignol d'une demande de recherche sur le consentement à propos de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Je vous invite à aller lire cet avis de la CNCDH, qui est un avis datant de 2015, j'ai plus la date exacte, mais qui est de nature à effectivement rentrer dans l'application pratique de ce qu'est un principe, le principe du consentement. Et donc derrière, comment concrètement et en situation la capacité des personnes peut-elle se mettre en œuvre? Fabrice, en 4e point, indiquait qu'une des difficultés, évidemment pour le mandataire, pouvait être, au-delà de cela, la question du choix, ou des choix fondamentaux quand la personne ne pouvait plus du tout exprimer quoi que ce soit. Et donc ça fait partie des questionnements évidemment fondamentaux auxquels vous ne pouvez pas répondre tout seul.
Et il a également ouvert des interrogations autour de la question cruciale du maintien à domicile. Vous avez ensuite présenté la démarche qui était la vôtre, autour de l'évaluation et autour de la banque de cas. Et ça m'a rappelé les travaux que nous avons faits au Comité national de protection, bien-traitance et droits, autour de la question de l'appréciation, de l'évaluation, et autour de ce que nous, on a appelé le guide d'appropriation des droits. Nous sommes partis du principe que, ce qui a été exprimé très bien tout à l'heure, que la plupart des personnes, y compris nous, ne connaissons pas nos droits. Les professionnels vont agir en fonction de compétences acquises dans différents champs. Certains viennent du travail social, certains sont plutôt des juristes, d'autres sont plutôt des gestionnaires, et on a une grosse difficulté aujourd'hui à faire émerger une profession qui regroupe l'ensemble de ses origines. En tout cas, nous n'avons pas une approche des concepts qui soit identique. Et donc l'idée que nous avons eue dans le groupe de travail droit éthique de la protection des personnes a été de se dire, mais il faut déjà que nous travaillions sur un guide d'appropriation, comme les anglo-saxons travaillent sur le guide d'appropriation des droits, en disant, mais qu'est-ce que les personnes comprennent de leurs droits? Et à partir de là, comment les expriment-ils, les droits, et comment ensuite les décideurs, dont les juges, vont traduire la question de l'expression des droits dans ensuite un certain nombre de décisions. Donc l'idée a été là aussi de partir de cas concrets pour faire émerger des questions à laquelle nous allons répondre par un certain nombre d'autres questions. Évidemment, jamais de solution totale, parce que vous n'aurez jamais de solution totale, et tant mieux. Parce que s'il suffit d'appuyer sur un bouton pour savoir si Madame Fernande X a besoin d'être orientée en établissement, ça veut dire qu'il n'y aura plus aucune marge pour les libertés. Donc, nous avions proposé, évidemment, de partir sur exactement la même chose que votre démarche. Et je terminerai par là, puisque la valeur ajoutée, et c'est une des questions que vous vous posiez, de la réflexion éthique que vous avez engagée, et qui est absolument fondamentale parce qu'elle va aller au-delà de la question de la reconnaissance professionnelle du mandataire, et au-delà du cadre juridique, mais encore une fois, dont je pense qu'il faut que nous fassions un préalable absolument indispensable, et ça, c'est la formation croisée transdisciplinaire. Je vous renvoie à un document que je sors à chaque fois en me disant, mais c'est pas possible, il n'est pas diffusé ce document. Le voilà. Donc il existe, Fabrice le sait, il existe. Il a été remis le 4 mars 2015, soit il y a un tout petit peu plus d'un an, à Laurence Rossignol et Ségolène Neuville. Et c'est le rapport de la commission droit éthique de la protection des personnes. Ce rapport s'est posé un certain nombre de questions autour, tout d'abord, de ce que c'est que la capacité des personnes. Comment elle se décline dans le droit et comment les autres font, et en particulier les systèmes anglo-saxons sur la question des capacités. Évidemment, ça renvoie toute la réflexion autour de la Convention des droits des personnes handicapées, mais de la Convention des droits de l'homme aussi. On s'est posé ensuite la question du pilotage des politiques publiques autour de la vulnérabilité. Que font les travailleurs sociaux? Comment on évalue dans le médico-social et chez les médecins l'altération des facultés personnelles, corporelles, mentales? Parce que tout votre travail commence de là. Il faut absolument que vous sachiez quelles sont les altérations, comment on les a traduites, et ensuite comment on va pouvoir essayer d'accompagner la personne par rapport à une photographie à un moment donné dont tout le monde sait qu'elle est partiale. Elle est partiale et elle ne rend pas compte de ce qu'est la personne. Et puis nous avons ensuite essayé de réfléchir au dispositif d'anticipation, et surtout en quatrième partie, que nous avons intitulé « Enjeux et propositions d'évolution du dispositif de protection juridique ». Nous nous sommes demandé quelle place pour le juge, quelle place pour les familles, quel travail avec les mandataires, quelle profession, quel cadre de réflexion transdisciplinaire et quel cadre de réflexion éthique. Il ne s'agit pas de recréer un espace qui serait une caution à notre travail pour qu'on rentre mieux chez nous le soir et qu'on dorme mieux. Il s'agit d'oser, et merci de l'avoir fait, y compris sur des questions qui dérangent, comme qu'est-ce qu'on fait quand on oublie? Et Madame l'a dit tout à l'heure, mais enfin c'est notre argent, c'est nous, quoi.
Donc l'oubli, c'est pas simplement dire est-ce que j'ai prévenu mon chef ou pas mon chef. Mais merci de l'avoir posé, parce que c'est difficile quand on est un président d'association, quand on est responsable, c'est difficile d'accepter, d'entendre qu'évidemment, il va falloir commencer à se poser des questions sur le fonctionnement interne, dans un domaine qui est très difficile, dans lequel, on le sait très bien, vous êtes confrontés à des problématiques humaines qui sont par moments révoltantes, et nous aussi. Donc, osons poser les questions pour oser le défi de l'éthique, c'est-à-dire le défi du questionnement permanent. On ne pourra pas faire autrement, mais à partir de cadres suffisamment solides et partagés. Et ma collègue, encore une fois, l'a rappelé ce matin, n'oubliez pas que même si le juge ne répond pas à vos attentes, vous devez l'interpeller. Vous avez un métier qui est trop difficile et trop important pour que vous soyez tout seul confronté à vos propres difficultés. Vos collègues peuvent vous aider, les médecins peuvent vous aider, les travailleurs sociaux peuvent vous aider, les familles et les personnes peuvent vous aider. Mais le juge qui vous donne le mandat, qui est celui qui vous a envoyé en son nom, et donc en réalité au nom de ce que représente le juge, entre guillemets, certains ont dit gardien des valeurs, oui, parce que c'est lui qui peut décider de contraindre la liberté. Ça n'est pas vous par votre profession, c'est parce que vous avez ce mandat du juge. Donc merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à tous ceux qui ont fait ce travail et qui ont répondu de manière quand même spectaculaire, parce que c'est vrai que les chiffres sont impressionnants. Vous êtes très nombreux à vous être engagés dans ce travail. Donc merci beaucoup. Nous savons que nous avons un travail à faire avec les juges, pour que les juges s'engagent dans ce questionnement qui est difficile. Et bon vent à vos travaux, et je pense qu'on pourra continuer encore la route quelque temps. Merci.